Chapitre 14. Vers Ganymède en passant par le Soleil. L'espace est vaste, mais vu de loin, le système solaire a quelque chose d'étonnamment plat. Au centre trône notre étoile, le Soleil, qui représente à lui seul environ 99,9% de la masse du système solaire, Jupiter représentant plus des 2 tiers du reste. Les planètes tournent autour du Soleil presque toutes dans le même plan, appelé l'écliptique. C'est dans cette galette que se déplacent les vaisseaux spatiaux. À la manière de santé balisée, la navigation y est plus sûre. Les lieux de ravitaillement sont proposés aux endroits les plus stratégiques et où l'on peut profiter d'une meilleure connexion au réseau, que ce soit les réseaux de communication subéthériques ou pour les instruments de bord. Mais certains, pour aller plus vite, ou plus souvent pour éviter d'être repérés, quittent cette zone pour emprunter des trajectoires moins conventionnelles. En somme, ils font du hors-piste, et c'est cette solution que Lucky soupçonnait Anton d'avoir choisie. Au lieu d'emprunter la route classique passant par les orbites de Mars, Mercure, contournant le Soleil avant de remonter vers Jupiter, Anton avait dû s'élever au-dessus de la galette du système solaire et décrire un arc immense par-dessus le Soleil, puis redescendre du côté opposé près de Ganymède. Une manœuvre qui expliquait pourquoi les défenses de Cérès avaient si peu de données sur son départ. Les observations étaient concentrées sur l'écliptique, personne n'avait pris la peine de pointer les instruments sur ce type de trajectoire inhabituelle. Les maigres données enregistrées représentaient ce trajet en pointillé, témoignant de sa faible fiabilité. Mais Lucky doutait qu'Anton puisse rester hors de l'écliptique indéfiniment. C'était un bon moyen de brouiller les pistes, mais elle reviendrait finalement sur une trajectoire plus classique, notamment pour se fondre à nouveau dans l'anneau de la ceinture d'astéroïdes. Cette zone était un véritable no man's land où l'autorité terrienne ne s'aventurait pas beaucoup, à l'exception des routes reliant les plus gros astéroïdes et les zones de minage. Si un vaisseau tentait d'y poursuivre Anton, il lui suffirait d'appeler des renforts. C'est pour ces avantages que Lucky était convaincu qu'Anton allait réintégrer la ceinture. Mais il avait un plan. Lui aussi allait faire un peu de hors-piste, il allait rester dans l'écliptique, mais comptait utiliser tous les effets de fronde possibles des planètes pour augmenter sa vitesse et essayer de les intercepter là-bas. L'assistance gravitationnelle ou effet de fronde, c'est une technique utilisée pour modifier la trajectoire et augmenter la vitesse d'un vaisseau spatial en utilisant l'attraction d'un corps céleste. Cette manœuvre permet d'économiser du carburant et d'atteindre des vitesses plus élevées que celles possibles avec les seules propulsions conventionnelles. Affiche-moi le trajet le plus rapide pour atteindre Ganymède sans te soucier de la sécurité ou des grandes voies principales. Pour une demande de trajet aussi atypique, le vaisseau devra prendre en compte tous les obstacles possibles sur la route, comme les cailloux, les sondes, les vaisseaux cargo, ou tout objet répertorié par le LISA pour les éviter. Près des planètes, l'environnement saturé de vaisseaux et de débris allait demander des calculs et des autorisations particulières. Il appliquera le bouclier à puissance maximum pour éviter les projectiles non encore répertoriés. Les calculs allaient prendre quelques minutes pour Voici le trajet le plus court. Un trajet rouge apparut reliant Cérès à Ganymède par une ligne complexe aux alentours des planètes, et la distance était à peine plus longue, mais le temps de trajet bien plus court que celui d'Anton. Quelques secondes pour une telle demande? Ça, c'était du travail de la poisse. Le gain de vitesse dépend de plusieurs facteurs, notamment la masse de la planète utilisée, la distance de survol et la trajectoire relative du vaisseau. Pour ce qui est du Soleil, la distance de sécurité minimale due à la chaleur extrême est de 3 millions de kilomètres pour éviter la surchauffe du vaisseau. Les températures trop élevées endommageraient les systèmes de protection thermique aussi robustes que ceux du Shooting Star. Gain de vitesse maximaux théorique pour chaque planète. Mercure, 2,9 km par seconde, altitude 200 km. Vénus, 7,4 km par seconde, altitude 300 km. Terre, 7,9 km par seconde, altitude 250 km. Mars, 3,4 km par seconde, altitude 200 km. Jupiter, 37 km par seconde, altitude 30 000 km. Saturne, 17 km par seconde, altitude 80 000 km. Soleil, 200 ou 300 km par seconde, altitude 8 millions km. Soleil, 400 km par seconde, altitude 6 millions km. Soleil, 600 km par seconde, altitude 3 millions km. Soleil avec rotation, 700 km par seconde, altitude 4 millions km. Cela veut dire que si nous passons à 200 km de Mercure à 10 km par seconde, nous en repartirons 29% plus vite à 12,9 km par seconde. Ou pour Jupiter, nous pouvons augmenter la vitesse de 370% jusqu'à 37 km par seconde. Une augmentation d'environ 20 km par seconde en utilisant toutes les planètes, et même de 21 km par seconde près du Soleil, au lieu de 10 km par seconde habituels, le ferait passer en tête. Il faudra utiliser une belle somme d'énergie pour freiner fort à l'arrivée. Mais Jupiter possède un système de stations de ravitaillement très fourni. Cependant,
Si vous comptez rester dans le vaisseau, je dois vous informer que près du Soleil, les systèmes de bord feront remonter la distance de sécurité minimale à 8 millions de kilomètres pour maintenir en vie un corps humain. Prise en compte de la chaleur extrême. Les températures élevées nécessiteraient des systèmes de protection thermique robustes pour éviter la surchauffe du vaisseau et de son équipage. Prise en compte des radiations solaires. Les niveaux élevés de radiation pourraient endommager les équipements électroniques vitaux pour un être humain et présenter des risques sérieux pour la santé des astronautes. Aux vitesses extrêmes inférieures, le moindre ajustement de trajectoire est critique, car un écart minime pourrait envoyer le vaisseau soit dans le Soleil, soit hors du système solaire sans possibilité de retour. Un deuxième trajet apparut en bleu, bien plus long en distance et en temps que celui en rouge, mais surtout plus long que celui en pointillé. Tout se jouait près du Soleil. Une barrière infranchissable pour les vaisseaux qui obligeait à un sérieux détour. Pour traverser le système, il fallait le contourner en dessinant un large arc de cercle. D'après les destinations de trajectoire, à quelle distance minimale du Soleil passera le vaisseau d'Anton? 7 millions de kilomètres. Mais son passage au-dessus du Soleil à 7 millions de kilomètres sans profiter de sa rotation permettrait un gain d'environ 250 km par seconde. Le trajet pointillé s'affina et le temps de trajet se réduisit aussi. Selon toute vraisemblance, vous vous rejoindrez à proximité de Jupiter. On y est presque. Il s'était déjà levé pour aller débrancher le système de sécurité en essayant de garder le bouclier et d'autres choses indispensables quand il essaya. Peut-on contourner le système de sécurité? Cela n'est pas possible. Mais les commandes vocales ajoutèrent d'un ton brouillé. Que demandez-vous précisément? J'ordonne que tu fasses passer le trajet à 4 millions de kilomètres du Soleil, même en ayant un humain à bord. Et en passant par le bon sens par rapport à la rotation du Soleil qui tourne à environ 25 jours à l'équateur pour récupérer un supplément de vitesse tel une catapulte géante. Le vaisseau eut une secousse et les écrans frisèrent et toujours d'un ton brouillé répondit. Un corps humain devra supporter 17 G prolongés, des saturniers compromises, ça roule. Le système de bord reprit sa voix normale et sa litanie. Voici le trajet le plus court. Le gain de vitesse dépend de plusieurs facteurs, notamment la masse de la planète utilisée, la distance de survol et la trajectoire relative du vaisseau. Ok, le fit Terlucky, laisse-moi voir. Le trajet bleu passait maintenant plus près du Soleil et gagnait le vaisseau d'Anton un peu avant la ceinture d'astéroïdes. Merveilleuse la poisse. Les stations en orbite autour du Soleil qui concentraient l'énergie pour la renvoyer aux stations de ravitaillement jusqu'à Saturne orbitaient à 20 millions de kilomètres, beaucoup plus près que ne les Mercure qui varient entre 46 et 70 millions de kilomètres du Soleil. Une centrale solaire orbitale capte l'énergie du Soleil à l'aide de panneaux photovoltaïques installés sur un satellite en orbite, où elle est ensuite convertie en micro-ondes ou en faisceau laser. Cette énergie est envoyée vers la Terre, les planètes ou les stations de ravitaillement, où elle est réceptionnée par une antenne et convertie à nouveau pour être utilisée comme une source d'électricité. Mais cela nécessitait des technologies de blindage avancées et une gestion thermique de pointe pour ces stations permanentes, en plus des boucliers magnétiques poussés à plein régime. Cependant, les sondes pouvaient être envoyées beaucoup plus près pour le temps d'une ou deux rotations. Ainsi que les vaisseaux de passage équipés de blindages spéciaux pour les passages proches du Soleil peuvent se permettre d'être assez près sur un temps court sans mettre en danger l'équipage et le vaisseau. Les vaisseaux les plus avancés conçus pour les passages proches du Soleil pouvaient se permettre un passage à 8 millions de kilomètres du Soleil. Mais ça restait une manœuvre rare et dangereuse. Ils devaient posséder des technologies de protection et de blindage de pointe pour survivre dans l'environnement proche extrême près du Soleil. Par exemple, être équipé d'un bouclier thermique, TPS, en composite carbone-carbone à l'extérieur, qui est conçu pour résister aux températures extrêmes de plus de 1370 degrés près de la surface solaire. Ce bouclier est complété par une couche d'aérogel de silice à l'intérieur, offrant une isolation thermique exceptionnelle pour protéger les instruments scientifiques du vaisseau. En plus de la protection thermique, il faut un système de gestion thermique actif, incluant les radiateurs et des panneaux pour dissiper l'excès de chaleur généré par les équipements internes. Les panneaux solaires de la sonde qui alimentent ces systèmes sont protégés par un dispositif rétractable qui les met à l'abri lors des passages proches du Soleil. Pour résister aux radiations solaires intenses, le vaisseau doit posséder un système de blindage conçu pour protéger ses instruments, garantissant leur bon fonctionnement même dans des environnements de haute radiation. En outre, il doit aussi être équipé de systèmes de refroidissement avancés pour maintenir une température optimale pour les composants sensibles. Ces technologies innovantes permettent aux vaisseaux dernière génération de s'approcher à des distances inédites du Soleil. Le problème d'aujourd'hui était clair. Cérès se trouvait de l'autre côté du Soleil, tandis que Jupiter et la Terre étaient presque diamétralement opposés de l'autre côté. Lucky était déterminé à maximiser l'efficacité de son trajet. Il poussa le Shooting Star à fond et fut plaqué contre son siège. Le biosuite lui serrait les jambes et le torse, et ses mouvements restaient difficiles à effectuer.
Il gardait un œil sur les écrans de contrôle et anticipait chaque arrivée vers une nouvelle planète. Il devait se trouver bien positionné dans son siège car les effets de fronde allaient lui faire prendre des jets désagréables qu'il allait devoir supporter. Passé Mercure, Lucky dut activer la polarisation maximale de l'écran, se préparant à enclencher les filtres avant son rapprochement du Soleil qui se faisait imminent. Le dosimètre, le détecteur de radiation, commençait à augmenter son grésillement et les niveaux de radiation à ondes courtes atteignaient des seuils préoccupants. Il enclencha le système de dissipation maximale pour se protéger du Soleil qui allait lui coûter en énergie. Mais le vaisseau avait suffisamment de réserve pour atteindre Jupiter et même Saturne. Une barrière se forma autour du vaisseau. Les boucliers de protection s'activèrent furieusement et seuls les écrans affichaient ce qui se passait à l'extérieur. Une barrière de plomb s'était formée autour de lui, mais à mesure qu'il se rapprochait du Soleil, aucune matière conventionnelle ne pourrait plus le protéger efficacement. Il augmenta les doses que la poisse avait modifiées pour contrer les effets des nouvelles accélérations de son vaisseau, en espérant réduire le nombre de jets ressentis. Pour la première fois depuis son périple sur Mars, un an plus tôt, Lucky sortit une petite pochette spéciale fixée à sa poitrine. Dedans, un objet semi-transparent presque intangible que lui avaient offert les Martiens. Il avait abandonné l'idée de comprendre son fonctionnement. Cette technologie était tellement en avance sur celle de l'humanité qu'elle semblait incompréhensible. C'était un peu comme si un homme des cavernes voyait un biosuite. Mais l'essentiel, c'était que ça fonctionnait. Il plaça l'objet sur son visage et le masque épousa instantanément les contours de son crâne, comme s'il était vivant. Instantanément, Lucky se mit à irradier avec intensité. Le gardien des étoiles ressentit la sensation étrange, comme si des milliards de lucioles se déplaçaient autour de lui, d'où l'expression de la poisse, ton champ de force spéciale. Sa tête et son visage étaient enveloppés dans une aura lumineuse, une sorte de seconde peau qui ne gênait en rien sa vision. Ce champ énergétique, conçu par les Martiens spécifiquement pour lui, le protégeait de toutes les énergies nuisibles, tout en permettant à son corps de recevoir la lumière et la chaleur nécessaires à son bon fonctionnement. L'air traversait librement le champ de force, permettant à Lucky de respirer sans danger. Mais tout ce qui était trop chaud, comme les gaz brûlants, perdait instantanément sa chaleur en le traversant. Il pouvait toujours boire à l'aide des pailles reliées au drink bag qui s'était préparé, l'une remplie d'eau, l'autre de boissons nutritionnelles. Il se cala dans son siège, essayant de trouver une position moins inconfortable, tandis que l'accélération s'intensifiait. Ses bras se faisaient de plus en plus pesants, et la sensation de lourdeur envahissait ses jambes. Le dosimètre se mit à grésiller furieusement. Les radiations, y compris des puissants rayons gamma, ricochaient contre l'aura immatérielle qui entourait son corps. La température commença à monter malgré les protections. Elle grimpa jusqu'à 60 degrés et continua d'augmenter. L'écran indiquait que le Soleil n'était plus qu'à 10 millions de kilomètres. Une tasse de café que Lucky avait laissée sur la table, qui fumait depuis plus d'une heure, commença à bouillonner furieusement. On avait atteint le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés. L'accélération soumettait son organisme à une force implacable, l'écrasant contre son siège. 6, 7, puis 8 G. Il sentit de l'oxygène pur et les actions de bêta-bloquants pour stabiliser la pression sanguine, d'épinéphrine pour augmenter la circulation vers le cerveau et des agents hypervolémiques pour accroître le volume sanguin dans le but de supporter ces G élevés. Ils avaient été activés par son hyperlink comme pour son décollage de Cérès. Il sentit aussi son biosuite lui comprimer les jambes et l'abdomen de plus en plus fort, empêchant le sang de redescendre pour maintenir l'irrigation du cerveau et éviter le G-lock, c'est-à-dire l'évanouissement. Cette fois, il n'avait pas vidé ses poumons. Il expirait lentement en forçant contre la pression pour maintenir la pression thoracique et éviter l'écrasement des poumons sous l'effet des G. Le shooting star s'approchait des 4 millions de kilomètres du Soleil. Et il s'en rapprocherait pas davantage. Il traversait en réalité ce qu'on appelle la couronne solaire. Le Soleil est un géant gazeux composé à 73% d'hydrogène et à 25% d'hélium à l'état de plasma. Alors que la photosphère, la partie externe du Soleil qui produit entre autres la lumière visible, est de 5500 degrés, les températures de la couronne solaire, elles, sont de l'ordre du million de degrés. La couronne solaire est une couche externe de l'atmosphère du Soleil. Cette masse gazeuse s'étend sur près de 10 millions de kilomètres, environ 14 fois le rayon du Soleil. En s'aventurant dans la couronne, Lucky traversait en quelque sorte le Soleil comme il l'avait expliqué à la poisse. La curiosité le dévorait. Personne avant lui ne s'était jamais approché autant du Soleil et il était peu probable que quelqu'un tente l'expérience après lui. Pas à cette distance en tout cas. Il articula avec difficulté. « Affiche-moi le Soleil sous toutes ses longueurs d'onde. » Ça voulait dire en lumière visible, comme était affichée présentement la photosphère, mais aussi en rayons X, en infrarouge, en ultraviolet, etc. Ces images du Soleil révélèrent un large spectre de longueurs d'onde invisibles à l'œil nu, captées par les instruments spécialisés. La plupart de ces lumières sont invisibles à nos yeux, et les instruments convertissent ces longueurs d'onde en une image perceptible par l'humain. Et la lumière est coloriée en un arc-en-ciel de couleurs.
À mesure que les couleurs balayent la surface du Soleil, Lucky peut remarquer à quel point une même région du Soleil peut apparaître différemment. Cela s'explique par le fait que chaque longueur d'onde de lumière représente des matériaux solaires à des températures spécifiques. Chaque longueur d'onde fournit des informations sur différentes composantes de la surface et de l'atmosphère du Soleil, permettant ainsi aux scientifiques de dresser un portrait complet de notre étoile en perpétuel changement. Par exemple, la lumière jaune de 6000 angstroms provient généralement de matériaux chauffés à environ à 6000 degrés, ce qui correspond à la surface du Soleil. La lumière extrême ultraviolette de 84 angstroms, qui est généralement coloriée en vert dans les images, émane d'atomes chauffés environ 6,3 millions de degrés. Et elle est particulièrement utile pour observer les éruptions solaires, qui atteignent ces températures extrêmes. En analysant le Soleil à travers ces différentes longueurs d'onde, les scientifiques peuvent suivre le déplacement des particules, ainsi que de la chaleur à travers l'atmosphère solaire. Le spectacle qui s'offrit à lui s'imprima à jamais dans sa mémoire. À cette distance, il semblait 20 fois plus grand que depuis la Terre, couvrant une portion du ciel 4 fois plus étendue. Deux immenses taches solaires crevaient cette mer de feu, sombre abîme où plongeaient des filaments incandescents, tourbillonnant avant de disparaître dans ce gouffre de ténèbres. Les taches solaires sont des zones plus froides que la surface du Soleil. Elles apparaissent sombres en contraste en fait avec la photosphère, bien qu'elles resteraient extrêmement lumineuses si elles étaient isolées. Elles fonctionnent comme des cyclones et se composent d'une ombre centrale, environ 4000 degrés, et d'une pénombre plus chaude, 4700, avec un diamètre souvent supérieur à 2 fois celui de la Terre. Des vagues d'activité palpitantes ondulaient sous ses yeux. Ce n'était pas la rotation du Soleil de 7000 km/h, c'était le shooting star lui-même qui, filant à une vitesse prodigieuse, lui permettait d'observer en temps réel les turbulences. La photosphère, qui produit surtout la lumière visible à l'œil humain, est maculée d'une granulation qui donne l'aspect d'une peau d'orange. Ces forces de convection forment ces cellules de Bénard. Ce sont des sphères d'environ 1000 km de diamètre, composées de gaz chaud remontant vers la surface à près de 500 mètres par seconde. C'est ça qui lui donne cet aspect. Arrivées à la surface, elles irradient leur énergie et, une fois refroidies, replongent dans l'étoile. Chaque sphère de granulation dure 8 minutes en moyenne. On aurait dit une marmite bouillonnante, un phénomène identique, mais à une échelle infiniment plus grande. D'immenses jets de gaz rouge s'élevaient du soleil sombre sur la mer de lumière qui les entourait. Des protubérances déployèrent leur langue pourpre sur le fond noir du cosmos. Elles s'étiraient dans d'infinis mouvements, dessinant des formes irréelles colossales. Chacune d'elles aurait pu engloutir une dizaine de planètes comme la Terre, et cette dernière se perdrait sans un bruit dans une simple tache solaire. À sa gauche, le shooting star avait évité une protubérance solaire qui venait d'éclater. Une grande partie de la matière solaire n'a pas réussi à s'échapper de l'attraction gravitationnelle du Soleil et est retombée à sa surface. Ces protubérances, appelées filaments lorsqu'elles sont visibles sur le disque solaire plutôt qu'à l'horizon, sont des nuages instables de matière solaire maintenus en suspension au-dessus de la surface par les forces magnétiques complexes du Soleil. Elles se disloquent souvent en quelques jours. Lucky voyait défiler toutes les 12 secondes cette protubérance enregistrée dans une longueur d'onde de 304 angstroms, un type de lumière ultraviolette normalement invisible à l'œil humain, mais captée ici par les instruments de bord. Un peu plus loin, une immense boucle de plasma chaud s'élevait dans l'atmosphère, atteignant plusieurs centaines de milliers de kilomètres de hauteur. À mesure que le plasma perd de l'énergie et qu'il se refroidit, il devient de plus en plus dense et est attiré par la gravité du Soleil. Il retombe alors en suivant des lignes de champs magnétiques, sous forme de filaments incandescents, donnant l'impression d'une pluie de feu qui plonge vers la surface solaire. Ces filaments brillent intensément dans les longueurs d'onde ultraviolettes et rayons X, révélant des traînées lumineuses qui serpentent le long des arches magnétiques avant de s'écraser dans la chromosphère. Contrairement aux averses terrestres, cette pluie est constituée de plasma à des températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés, et elle tombe à des vitesses pouvant atteindre des centaines de kilomètres par seconde. Même si ces images provenant d'un écran n'étaient pas dangereuses pour lui, il y avait quelque chose de vertigineux à observer le Soleil d'aussi près, à réaliser combien la Terre et tout ce qui s'y trouvait paraissaient dérisoires face à une telle puissance. Arrivé à 4 millions de kilomètres du Soleil, là où son accélération était maximale, sa vision se rétrécit. D'abord, un voile gris comme si un brouillard s'étendait sur son champ de vision. Il tenta de bouger dans un ultime effort, mais le voile noir tomba brutalement. Plus de cockpit, plus de soleil, seulement le néant. Pendant quelques secondes interminables, son cerveau privé de sang oxygéné s'éteignit comme une lumière qu'on coupe. Son corps était là, figé, soumis aux lois impitoyables de la physique, mais lui n'était plus conscient. Le Géloc est un ennemi silencieux, il frappe en quelques secondes. Lorsque le soleil fut enfin derrière lui, la pression se relâcha doucement, réduisant léger. Son sang reflua vers son cerveau,
Une explosion de sensations revint, accompagnée d'un violent vertige. Son cœur battait à tout rompre. Il haletait, désorienté. Où il était, il lui fallut plusieurs secondes pour reconnecter les informations. Ah oui, le soleil, le trajet, les pirates, et la conscience qu'il venait d'échapper à une perte totale de contrôle. Le shooting star s'éloignait rapidement après avoir contourné le soleil. Il attendit de se trouver suffisamment loin pour retirer son champ de force et le rangea. Malgré la distance grandissante avec le soleil, le système de refroidissement luttait encore contre l'accumulation de chaleur. L'eau potable était toujours brûlante, et il y avait une forte odeur de manger dans tout le vaisseau. Sûrement les conserves qui avaient gonflé et explosé sous l'effet de la pression des liquides partiellement vaporisés. Lui qui leva les yeux vers le soleil, désormais plus uniforme et de plus en plus petit. Ses taches sombres et ses protubérances tourbillonnantes s'étaient estompées. Un frisson le parcourut en prenant conscience de l'exploit qu'il venait d'accomplir. Lorsqu'il atteignit la Terre, il s'attarda à contempler la planète bleue. Des contours familiers, les continents émergés, des nuages tourbillonnants. Un instant de vague nostalgie l'envahit. Mais il chassa aussitôt cette pensée. Il n'avait pas le luxe de s'attarder sur le passé. L'avenir de milliards d'êtres humains en dépendait. Cette humanité, née sur un seul monde, avait désormais essaimé à travers tout le système stellaire. Et bientôt la Terre ne fut plus qu'un point lointain. En approche de la ceinture d'astéroïdes, Lucky réduisit la vitesse du vaisseau. Il le fit pivoter à contresens de la trajectoire et poussa les moteurs à pleine puissance un bon moment pour ralentir. Lucky pénétra dans la ceinture d'astéroïdes avant de poursuivre vers Jupiter, véritable système solaire miniature dont il faisait partie intégrante. Avec ses 4 lunes géantes, il aurait pu contenir toutes les autres planètes du système solaire. 3 d'entre elles, Io, Europe et Callisto, rivalisaient en taille avec la Lune. Ganymède, elle, dépassait même Mercure, frôlant la dimension de Mars. Autour de ces titans gravitaient une centaine d'autres lunes, certaines mesurant quelques centaines de kilomètres, d'autres à peine plus que des rochers dérivant dans l'espace. À travers les écrans, Lucky observait Jupiter se préciser. Le globe jaune strié de bandes oranges se détachait, dominé par une immense grande tache rouge, un anticyclone plus vaste que la Terre elle-même, qui dure depuis quelques siècles. 3 des principales lunes, dont Ganymède, se trouvaient du même côté de la planète, tandis que la 4e orbitait à l'opposé. Depuis près d'un jour, il avait rétabli la communication avec le QG du Conseil sur la Lune. Ses capteurs scrutaient l'espace, traquant un vaisseau bien précis. Il en détecta plusieurs, mais aucun ne correspondait à sa cible. Il patienta, scrutant les données, jusqu'à ce qu'une signature énergétique caractéristique des Syraliens apparaisse sur ses écrans. Son attente fut enfin récompensée. Un signal ténu capta son attention. Un vaisseau encore distant de 30 millions de kilomètres. Lucky modifia sa trajectoire pour l'intercepter. Peu à peu, le signal se précisa. À 160 000 kilomètres, il distingua un point lumineux. À 16 000 kilomètres, il en reconnut les contours. C'était le vaisseau d'Anton. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à 1600 kilomètres l'un de l'autre, alors qu'ils se trouvaient encore à 80 millions de kilomètres de Ganymède, Lucky envoya un premier message. Il intima à Anton l'ordre de faire demi-tour et de mettre le cap sur la Terre. À 150 kilomètres, Lucky reçut la réponse. Une explosion d'énergie secoua le shooting star. Les générateurs grincèrent sous la surcharge, et la structure trembla violemment comme si un vaisseau venait de lui rentrer dedans. Lucky blêmit. Le vaisseau d'Anton était bien plus armé que ce qu'il avait imaginé.